podcast où toutes les marques du collectif racontent leur histoire. Nous sommes avec Étienne et Yanis. Salut Étienne. On est sur le podcast Stories pour vous raconter plein de belles histoires encore. Et puis pour s'amuser aussi, parce que tu vois, on t'a réservé des petites surprises, Étienne. Et nous sommes avec l'inoubliable, le célèbre, le fameux, celui qu'on ne voit jamais mais qui est toujours là, avec Yanis. Salut. On te propose de te poser quelques petites questions, un petit jeu. Est-ce que tu es déjà venu à Lille ? Non, mais en fait, tu me fais replonger dans tes souvenirs. Le passé, et je sais pas si j'y suis pas passé. Je suis certainement passé, mais j'étais ado. Allez, je préfère dire non. Toi, t'es dans quelle région exactement ? Dis-nous un petit peu, parce que je sens qu'il y a du soleil par chez toi là. Je suis originaire du Sud-Ouest, c'est ce qui s'entend dans la voix, mais j'habite en Savoie là depuis 4 ans. J'ai été adopté maintenant par les Savoyards. Voilà, donc c'est là que j'ai fait que j'ai construit ma boîte. Génial. Alors parle-nous un petit peu de la Savoie, parce que nous c'est plutôt plat, c'est le plat pays chez nous les Lillois. Non, c'est sûr. La Savoie, je pense que vous connaissez les stations, les lacs, la montagne. Donc ouais, la vie est belle dans le coin. Ouais. On est avec un orchestre. Quand tu me fais pas un blind test, parce que je suis une pompe à vélo, mais Non, t'as rien à deviner là. Étienne est un cuisinier baroudeur. Il est amoureux des bons produits. Rencontre de Patrice, un artisan coutelier. Ensemble ils créèrent le premier véritable couteau de cuisine pliant. L'Esperuette est aujourd'hui fabriqué à Thiers. La chorégraphie. Bravo à tous les artistes là, chapeau. Balèze, hein. Du coup, Étienne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fous dans ce podcast là ? Bah écoute, tu m'as invité, T'as vu de la lumière, t'es venu. Ouais. T'as vu de la lumière, t'es venu. Ouais. Non, en fait, tu m'as appelé il y a quelques temps parce que tu as un super projet auquel je crois énormément et j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice. Et tu m'as dit, écoute, on réalise des podcasts, on va parler un peu de ton histoire, l'histoire de ta marque et de ton produit. Donc, me voilà avec grand plaisir en tout cas. Je ne sais pas comment je vais être mangé. En tout cas, j'aime votre début, ce petit, ça met de bonne humeur, ça casse la glace, parce que c'est toujours froid d'être par écran interposé. Ouais, c'est clair. Bravo, belle stratégie. Il y a une histoire qui est intéressante derrière ton produit, ton couteau là, qu'on a vu un petit peu se groover. Il s'est endiablé là. Raconte-nous un petit peu cette histoire que moi j'adore. Et que je connais pas surtout. Bah oui, Yanis connaît pas. Tu connais pas Yanis. En fait, je suis un cuisinier de métier. En fait, j'ai fait après le collège, j'ai fait un parcours classique pour être un futur hôtelier-restaurateur. Donc voilà, cuisinier de métier. Du coup, les saisons, qui fait partie du jeu pour monter en compétence et pour voyager, parce que j'adore ça. Donc voilà, beaucoup de voyages, beaucoup de cuisine qui m'ont amené déjà à être maître restaurateur. Donc c'était un petit peu la consécration, disons, la belle qualité qui récompense la qualité et la passion. Tous ces voyages et cette cuisine m'ont amené à vouloir un couteau avec moi hyper pratique. Et je l'ai longtemps cherché, j'ai jamais trouvé. Puis un jour j'ai craqué, je dis mais s'il n'existe pas, on va l'inventer. Et je me suis quand même retrouvé, j'ai bien pris un mur rapidement parce que la coutellerie c'est pas mon truc, hein. Même si c'est beaucoup de métier d'être restaurateur, il n'y a pas la coutellerie. Donc je suis allé voir un coutelier pas loin de chez moi, que je savais qui était très, très inventif, très ingénieux. Et puis créer une amitié avec lui. Je lui ai vidé toute ma tête, le cahier des charges que je souhaitais pour ce couteau. Et il a accepté de bien vouloir m'aider à réfléchir ensemble à ce produit. Et au bout de 5 ans, on avait un prototype validé. On a déposé un brevet. On nous a conseillé de déposer un brevet. Bon, on n'envoie personne sur la Lune, mais c'est un couteau quand même innovant. Du coup, le parcours classique, c'est le concours Lépine.
Vraiment, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter à ce sujet. Je ne sais pas quel est l'ordre de marche de votre podcast. Il n'y en a pas. Raconte-moi. Il n'y en a si tu veux. aucun. L'idée, c'est de raconter. C'est un projet en fait, tout s'est fait un petit peu à l'arrache, avec le cœur en tout cas, et beaucoup d'hommes. Et petit à petit, ça s'est concrétisé, mais au départ, il n'y avait aucun arrière-pensée de business en fait. C'était un couteau pour moi qui m'a coûté très cher, que j'ai naturellement voulu rentabiliser. J'ai vu qu'il avait bien plu à droite, à gauche, les collègues, etc., et autres passionnés. Donc j'ai dit, j'ai ensuite, si tu veux, fait pivoter cette réflexion pour la transformer en business. Ce qui a été d'un côté facile, donc sous pression, pas de pression, j'étais pas sous pression, mais d'un autre côté, il a fallu transformer un couteau très artisanal, unique, vraiment fait à la main, à la scie, à la perceuse. Enfin, je ne peux pas ces détails, c'est vraiment, imagine dans ton garage en train de fabriquer un truc. Bon, voilà. Et si tu veux, ce produit-là, si je devais le fabriquer pour toi, enfin pour chacun d'entre nous, c'est un couteau qui sortait à 1 200 €. C'était invendable, carrément. Ouais, Donc, ouais. il a fallu que je pense à le créer en série. Alors, ça n'a jamais été de la grosse série et ça ne le sera certainement pas pour ce couteau. Mais en tout cas, le penser, l'industrialiser en quelque part pour réduire les coûts, en fait. Et c'est là que je suis allé voir les couteliers de Thiers, avec qui on a trouvé des solutions. Donc, d'un dessin complètement artisanal, unique, il a fallu que je standardise, entre guillemets, que je comprenne le langage des couteliers industriels, entre guillemets, et que qu'on arrive à s'entendre, en fait. Donc, Thiers me fait toutes les pièces détachées. La découpe laser, ça me fait gagner un temps fou, ça me fait être précis sur la quantité. Voilà, donc pas de surprise de ce côté-là. Et après, on récupère toutes nos pièces et on les assemble dans notre atelier dans l'Aveyron. Voilà, et tous les couteaux sont uniques, ils sont numérotés et ajustés à la pièce, quoi. Il y a pas deux couteaux identiques. Voilà, pour que l'ajustement se fasse. Ils sont tous pris à la main, montés un par un avec les vis, avec une petite colle. Enfin voilà, il y a plein d'opérations, ce qui fait que c'est quand même un couteau qui a un certain prix. Mais en tout cas, on est très heureux d'être resté en France pour le faire fabriquer. Voilà, donc c'est le prix de la qualité, de la performance et du savoir-faire français, quoi. Et juste comment t'es venu l'idée du couteau pliant? Enfin, parce que toi, t'es cuisinier, t'es chef à la base. Comment ça t'est venu cette idée c'est quoi le besoin à la base? Bon, déjà, un cuisinier, forcément, il est passionné de couteau parce que le premier outil que tu as en cuisine, c'est un couteau. Quand je suis chez moi, pas de problème. J'ai une collection, je dois avoir peut-être 80 couteaux. Quand je suis dans mon resto, parce que j'ai été restaurateur, on a des aimants partout, on a quasiment un couteau pour chaque produit, enfin, quand on est passionné. Très bien, tout va bien. Par contre, quand tu me sors de ce confort, là, je suis dans la merde. Alors que je me retrouvais, j'ai beaucoup, je te dis, bourlingué avec les saisons. Et puis, quand je voyage à titre perso, j'ai la fâcheuse tendance, l'heureuse tendance, d'aller voir les gens dans le pays dans lequel je vais et d'apprendre à les connaître. Alors, j'apprends pas à les connaître en allant au théâtre ou que sais-je. Moi, je vais sur le marché, je discute avec eux, je les rencontre ou je rencontre des gens dans la rue et on finit 9 fois sur 10 chez eux en train de faire à bouffer, tu vois. On partage nos traditions. Donc moi, je vais à la découverte de leurs traditions gastronomiques. Et voilà, tu apprends à connaître leur mode de vie, leur philosophie de vie. Tu apprends énormément de choses au travers de la bouffe, en fait. Et quand tu te retrouves chez ces gens, la plupart du temps, ils ont des couteaux de merde, en fait. La plupart du temps, c'est une généralité, bien entendu. Ouais. Donc, en tant que cuisinier, j'ai cet amour du produit. Ils l'ont très bien chanté, les gars. C'est-à-dire que quand on aime le produit, on veut le respecter. Et tout cuisinier qui se respecte, j'espère que pour chacun d'entre nous, la chose première à avoir si on veut faire une belle assiette, c'est un bon produit. Et donc, quand tu as récupéré un bon produit, tu veux le respecter, tu ne veux pas le saccager. Une coupe nette, un goût net, tu vois, il y a plein de choses qui se passent entre le produit et le couteau. Et voilà, donc frustré très souvent d'avoir des couteaux de merde au moment où il fallait faire à manger. Donc du coup, je partais avec ma mallette à couteau, donc Watt, le truc, plusieurs kilos.
Ou sinon, en minimaliste, je mettais un éminceur, c'est le couteau de chef, roulé dans un torchon, ce que pas mal de gens font, en tout cas mes collègues. On met ça dans le sac à dos et puis voilà, ça nous fait un couteau nomade, mais hyper dangereux. Tu tombes, enfin moi j'ai crevé des sacs à dos, je peux même pas t'imaginer, les torchons ça dure un moment, mais voilà, du sac à dos. Et je me dis, la seule façon d'avoir un vrai couteau de cuisine nomade, c'est de le plier. Mais pour le plier, j'ai pas d'éminceur avec moi là pour vous montrer, mais fermez les yeux, imaginez un éminceur, vous voyez un manche avec, pour mettre une main et une lame plus grande que le manche. Donc fatalement, si tu veux plier la lame dans le manche, il va falloir que ton manche soit plus grand que la lame. Alors imagine une lame de 15-20 cm, il va falloir que tu rajoutes à peu près 5 cm de manche. Autant te dire que tu as une espèce de katana dégueulasse qui ressemble à rien, qui n'est pas ergonomique. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ont dû penser à plier ce genre de couteau, mais heurtés en tout cas par la technique. Finalement, il fallait être innovant. Et c'est la raison pour laquelle ça a pris 5 ans pour trouver la solution. Mais la solution, c'était vraiment... moi, je ne voulais pas d'un couteau de cuisine avec un manche énorme. Je voulais un manche à taille humaine, ergonomique. Voilà, je n'avais pas de concession sur la performance et l'ergonomie, et la transportabilité. Il y a eu énormément de compromis, mais au final, tu peux constater en fait qu'une fois qu'il est ouvert, on a un vrai couteau de chef. Et si je te le mets sur une table, jamais tu vas me dire ce couteau est pliant. C'est vrai. Il a une gueule de couteau classique. Et c'est surprenant. Et voilà, quand on le voit se manipuler, une fois qu'il est fermé, même on se demande ce que c'est ce truc-là. Mais voilà, donc voilà, la raison pour laquelle on l'a porté au concours Lépine à l'arrache. Les inscriptions étaient terminées. J'ai quand même appelé le support, je sais pas comment on appelle ça là, la hotline, pour pouvoir avoir une dérogation. Et j'ai eu beaucoup de chance. En fait, j'ai appris plus tard que j'étais tombé sur le président du concours Lépine lui-même. Donc, il m'a dit envoie ton dossier, on verra bien. Et du coup, j'ai été rappelé in extremis et j'ai pu présenter ce couteau et repartir avec une médaille d'argent qui m'a ouvert beaucoup de portes, en fait. Parce que, tu vois, le cuisinier, quand je te raconte l'histoire, je ne suis qu'un cuisinier. Je ne suis pas un grand chef, même si j'adore mon métier. J'adore voyager, j'adore les gens. Mais je suis personne, en fait. Je suis pas connu, reconnu, tu vois. Donc, le mec que personne connaît, avec une idée du luberlu, quoi. Ça, franchement, ça peut être un truc complètement gadget. Tu t'en sers 3 fois, c'est terminé, tu le jettes. Non. Et en fait, il a fallu que je gagne la confiance de plein de gens. Et notamment du marché, parce que c'est bien lui qui la vérité pour une marque, c'est le marché, quoi. Bien sûr. Donc, j'ai pu valider... j'ai pu avoir la confiance grâce au jury du concours Lépine. Donc en disant, voilà, c'est un bon produit, c'est un produit utile et c'est un produit performant. Je suis parti qu'avec ça. Je n'avais pas encore validé le marché. Donc la transition est toute faite sur le marché. Tu as démarré par le concours Lépine, en fait. Exactement. Génial. Donc c'était l'aventure, tu as plongé dans l'inconnu, en fait, complet. Complètement. Et avec beaucoup d'audace, ça c'est clair. Et de pugnacité. Et voilà, ce qui a fait ma force aujourd'hui, c'est pas ce couteau. Je te dis, c'est rien d'extraordinaire. J'en vois rien sur la lune. En revanche, j'ai jamais abandonné. Je suis pas d'accord. Mais t'as raison, parce qu'une fois que tu l'as utilisé, tu peux plus t'en passer. Tu mets en post-prod un couteau qui part sur la lune, d'accord? T'inquiète pas. This final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard. Ouais, tu vois, donc c'était un prototype validé par un concours Lépine, et donc la transition, c'était comment valider le marché. J'ai tout claqué, quand même, toutes mes économies, je les ai claquées dans le R&D, dans le prototypage, en fait. Parce que ça, c'est une autre histoire, hein, de partir d'un dessin, un prototype, et ensuite en faire une pré-série. Parcours du combattant, et surtout quand il pompe rien à la coutellerie, il a fallu que j'apprenne tout ça. Et donc, comme je connaissais peu de choses, j'ai investi beaucoup d'argent pour gagner du temps et de la compétence. Donc, le couteau m'a coûté 40 000 €, quoi. Donc, à un moment donné, il fallait que j'ai un retour sur investissement. Mais c'est pas fou, hein. On demande à tous les créateurs. C'est beaucoup, c'est beaucoup, bien sûr. Voilà, c'est le coût d'un prototypage pour faire de la série, quoi. Donc, pour valider le marché, j'avais plus un rond. La solution qui a le vent en poupe, c'est le crowdfunding. Et donc, j'ai dit, écoutez,
on va faire une campagne de crowdfunding. Si vous êtes chaud, vous contribuez à ce que ce projet voit le jour. Moi, le deal, je vous fais une belle remise et vous aurez votre couteau dans 6-7 mois, quoi. Et t'as fait quoi? Ulule ou Kickstarter? Kickstarter, 23 jours, 50 000 euros. Ah, ok. Donc, il y a du... Non. Voilà, on applaudit. Ah non, beau succès, quoi. Ah ouais, donc tu plonges dans l'inconnu sur le concours en épines parce que t'es convaincu d'avoir trouvé un truc, une idée, etc. Tu la poses sur Kickstarter et là, boum, grosse surprise. Une vraie surprise. Tu dépasses ton objectif ou tu réagis comment? Alors, Kickstarter et tous ces trucs-là, il y a un jeu, si tu veux. Il y a des règles du jeu. On les connaît la plupart du temps. Tu as des ambitions hautes. Tu n'atteins pas ton objectif. Ciao bambino, rentre chez toi. Tout le monde reprend son argent. Bon, c'est cool pour le consommateur, enfin, le mec qui veut faire confiance à la marque. En revanche, ton projet, il tombe à l'eau. Si tu dis, par exemple, je veux faire 10 000 euros et que tu en fais 9 000, tu es un loser. Tu dis que tu veux 1 000 euros, tu en fais 10 000, t'es un bon, quoi, t'es un génie. Et alors, et toi, t'avais mis quoi comme objectif? Je crois que j'avais mis 10 000 euros. Je crois que j'avais mis 10 000 euros. Fois 5. Là, ouais. Mais je te cache pas que l'objectif d'entrepreneur, c'était 100 000. Parce que derrière, je voulais faire 1000 couteaux. Et je savais que grosso modo, il fallait que je claque 100 000 euros, que je mette 100 000 euros sur la table pour pouvoir faire marcher les machines de tiers. Donc, c'était quand même mon rêve d'entrepreneur d'avoir ça. Donc, heureux, mais à la fois déçu. Disons qu'entre la Terre et la Lune, t'étais arrivé à mi-chemin, quoi. T'étais presque, quoi. Tu touchais la Lune du bout du doigt. T'avais déjà fait un beau chemin, quand même. Attends, t'as quasiment la moitié de ton objectif. Sachant que 23 jours, c'est rien sur les 7 mois qu'il me fallait encore pour faire la... J'étais en pleine... J'avais même pas encore fait ma pré-série. J'avais pas validé ma pré-série. J'ai toujours eu à peu près 6 mois d'avance dans mes actions. Ce qui fait que le petit succès que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à cette audace, en fait. Là, je parle en tant qu'entrepreneur, entre entrepreneurs, et j'imagine qu'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent aussi. Voilà, j'ai toujours eu 6 mois d'avance, ce qui est... j'ai une capacité à tenir cette pression, mais c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a valu les résultats que j'ai obtenus. Donc, je me suis dit, écoute, il te faut encore à peu près 7 mois avant de fabriquer tes couteaux. Tu as passé 23 jours de campagne, c'est pas grand-chose. Alors, j'ai dit, écoutez, les gars, peut-être que vous n'êtes pas montés dans le train quand il fallait. J'ai créé un site à l'arrache, Shopify, bam, on a créé un petit site e-commerce. Et j'ai dit, écoutez, je vais vous livrer au mois de mars. Voilà, on a fait une campagne Kickstarter qui a été un grand succès. Si vous n'étiez pas au courant, vous avez raté le coche, vous n'aviez pas les sous au moment, eh bien, écoutez, tant que les couteaux ne sont pas fabriqués, on continue les précommandes. Et j'ai fait 50 000 de plus. Et j'ai atteint mon rêve d'entrepreneur. Et j'ai eu 100 000. Ah ouais, donc... Ah ouais. Ah là là, mais en fait, tu commences presque par la fin, en fait. Donc, t'as fait un double Kickstarter, quoi. Tu l'as rallongé, et puis boum, j'ai doublé la mise 100 000 en direct. Sauf que ce coup-ci, j'ai pas eu de commission. Pour ma curiosité, ça fait combien de couteaux? En gros, c'était c'est tout récent, alors. 500 couteaux en précommande, qui ont été vendus en précommande. Oh. Et depuis, je fais du stock petit à petit et je dois être à entre 100 et 200 de plus. Donc, on doit être à peu près à 700 couteaux vendus en tout, sur une capacité de 1000 que je vais avoir. Donc, je construis mes stocks petit à petit. Et donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas actionné les revendeurs pour l'instant. Je vends en direct. J'arrive à avoir un petit stock tampon, ce qui fait que les gens sont livrés en 48 ou 72 heures. C'est qui est cool hein, sur un objet comme ça. C'est génial. Et voilà. Et comme je te disais, voilà, j'ai pas encore du stock. Il n'y a aucune machine qui est capable de le faire. Donc, c'est l'humain qui doit le faire. Mais ça a un coût également. Donc, si tu as bien compris, j'avais suffisamment d'argent pour acheter la matière première et faire la première partie, donc toutes les découpes, etc. Mais il y a encore beaucoup d'argent à allonger sur la main-d'œuvre, en fait.
derrière. Ouais, bien sûr, ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas dans l'entrepreneuriat, sachez que ça coûte une fortune. Tout ça, ça coûte une Carrément. fortune. Et on se saigne, hein. Et puis, alors, j'imagine que les débuts, tu manges des pâtes, tu te saignes un peu pour tout ça. Disons que pendant 6 ans, j'ai nourri le projet. Ouais. Et là, il commence tout juste à me nourrir, quoi. Mais j'en suis très fier. Alors, c'est sûr, ça fait bizarre. Ah Je ouais, sais pas ce que vous en pensez, ceux qui écoutent, mais voilà, quand on part de zéro, vraiment de zéro, qu'on n'est pas du tout dans le domaine, qu'on a une idée qui paraît être une idée incroyable pour soi, parce qu'au départ, c'est mon outil, et que derrière, je décide d'en faire profiter les autres, et que je rajoute à cela, en fait, toutes mes valeurs, toutes les valeurs qui ont construit ce couteau et qui font son ADN. J'ai tout misé sur le marketing, en fait. Et j'en ai fait un couteau d'auteur, si tu veux. Et c'est pour ça que de personne, je suis passé à je veux bien qu'on l'écoute. Et finalement, ça doit être sympa ce qu'il fait. J'ai pu uniquement humainement accrocher des grands chefs qui m'ont aussi qui ont nourri, je veux dire, la qualité, les valeurs de luxe, de qualité qu'ils incarnent par leur image. Mais voilà, de la démerde. Et puis je gagne 100, et puis je réinvestis 100 en fait. Et je gagne 1000, je réinvestis 1000. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore fragile, il ne faut pas se mentir. Hein. C'est une entreprise en construction qui a des résultats complètement honorables, mais qui ne sont pas à la hauteur de mes ambitions encore. Parce qu'autant te dire que quand on a validé le concours Lépine et le crowdfunding, le financement participatif, j'ai dit, Étienne, tu as une belle énergie qui te porte, tu adores ce projet, forcément, c'est moi qui suis C'est un là-dedans. bébé, bien sûr. J'ai cramé les bateaux, c'est-à-dire que j'ai arrêté mon job, je suis reparti de zéro, j'ai même pas pu démissionner, j'ai ni pu démissionner, ni obtenir une rupture conventionnelle. Ah oui, donc Et tu étais à poil complet, quoi. à poil complet. Sans Donc, revenu. Oh là là. Mais vous imaginez, on a en face de nous quelqu'un qui a un rêve, qui invente quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, on parle des galères d'entrepreneuriat, mais le produit, il est juste fou, quoi. J'adore l'idée. Tu appelles ça un couteau d'auteur. Je trouve ça beau. C'est un truc fait pour les chefs. Moi, j'aimerais que tu me parles des chefs aussi. D'ailleurs, est-ce que il y a des chefs qui t'ont appelé, t'as des anecdotes comme ça à nous raconter sur des. Tu mérites de passer sur Top Chef, tu vois, ton couteau, fous-le là-bas. c'était prévu, il devait y être, mais la prod a refusé. Oh là là. J'ai plein d'anecdotes audacieuses, effectivement. La plupart du temps, ils ne m'appellent pas, c'est des gens extrêmement pris. C'est des gens, voilà, surtout au début, comme je te dis, quand tu es personne, entre guillemets, et que ton truc a l'air farfelu, quoi. Et qu'il n'y a pas de validation, de reconnaissance, clairement. Donc, il a fallu que je mette les pieds dans les portes. Et j'ai mis les pieds dans les portes. Et j'ai pu aller voir des mecs comme Glenn Biel, qui est le top du top en ce moment, qui est jury Top Chef, 3 étoiles Michelin, Légion d'honneur, je ne sais plus ce qu'il a. Enfin, voilà, c'est un grand de ce monde, le plus grand des grands chefs, quoi. Il fait partie du top 10. Et avec qui, pour le coup, lui, très ouvert, j'ai passé plusieurs heures avec lui à discuter. Il m'a permis de nourrir le projet. Voilà, puis quand tu commences à en avoir un qui l'utilise, du coup le copain il le veut aussi. Voilà, je fais un appel solennel, je cherche ce grand chef qui pourrait être mon ambassadeur. Donc si tu es un grand chef et que tu m'écoutes, n'hésite pas à m'appeler. Je rêve de ça, effectivement, d'avoir un vrai ambassadeur qui a une gueule, qui a un nom, qui soit médiatique si possible, ou en tout cas qui a un réseau qui puisse faire profiter à l'épanouissement de cette marque. Parce que ça passe par là. Hein. Tu vois, je pensais pas, moi, pour moi, t'étais déjà une star, en fait. J'avais pas compris le côté rareté et exceptionnel sur lesquels, dans ta situation. Moi, je pensais que t'étais déjà partout, quoi, tu vois. Tant mieux, si c'est ce que tu perçois, c'est génial, c'est que j'ai réussi mon pari. Mais pas du tout, non, attends, ton couteau, il est unique, il est rare, mais c'est génial. C'est-à-dire que là, on va en parler après, tu vas arriver à Lille, du coup. Ou alors ton couteau va arriver à Lille. L'esperluette, ton couteau d'auteur va arriver à Lille. Je viendrai, les gars, vous inquiétez pas. Et ah là 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 là. Mais ça sera une dinguerie, du coup. Ça va être une vraie dinguerie. Effectivement, c'est toujours mon authenticité qui a payé et mes valeurs humaines, en fait. Voilà. Je pense que si j'avais 2 millions de côté, ça serait peut-être pas passé pareil, mais voilà, là, il a fallu que je fasse mes preuves quelque part, hein, voilà, toujours, voilà.
avoir la patte blanche, comme En on tout dit. cas, je, Plus loin. je profite de ce podcast pour te dire que, à titre totalement personnel, j'aide des entrepreneurs dans les méthodes, la gestion de boîte, la trésor, les outils de trésor, des outils de pilotage. Donc, si ça t'intéresse, t'hésites pas. Je fais ça complètement gratos pour aider les boîtes. Et j'ai des outils qui sont des dingueries qui te permettent de créer de la visibilité. Et après, bah, nous, on a eu aussi 15 ans de galère. Parce qu'une boîte, c'est pas que des joies, tu vois. Hein. Quand tu signes, tu sais pas trop où tu vas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu bouffes pas que de la joie. Mon père avait une expression que j'adore, parce que je trouve qu'elle colle parfaitement à l'entrepreneuriat. Il disait la vie, c'est comme une tartine de merde avec un sucre au milieu. Tout l'art, c'est de bouffer le sucre sans bouffer la merde. Et je trouve ça colle mais tellement bien à l'entrepreneuriat. Tu sais, t'as des journées, tu te lèves le matin, t'apprends une super bonne nouvelle, etc. 10 minutes après, t'as un mail qui tombe et là, ta journée, elle est ruinée en 5 minutes. Et encore un quart d'heure après, t'as encore une bonne nouvelle. Et encore un quart d'heure d'après, t'as encore une autre nouvelle qui te ruine ta journée. Mais quel kiff. Mais quel kiff. Putain, mais quel kiff, ouais. C'est clair. Tu sais, je t'ai dit, j'ai été restaurateur. J'ai eu un restaurant sur Pau pendant plusieurs années, pendant 7 ans, en commençant avec mon épouse, puis du personnel jusqu'à 7 personnes. Donc, ouais, tu vois vite ce que c'est que la vie d'un entrepreneur et tu cumules les défis. Voilà. Tous les entrepreneurs qui nous écoutent vont comprendre, ça ne sert à rien de détailler ça. Mais qu'est-ce que ça m'a construit? Et je pense que qu'est-ce que ça nous construit en tant qu'entrepreneurs, toutes ces aventures, tous ces défis. C'est des défis, mais c'est aussi comment je vais, ou des obstacles en tout cas, comment je vais pouvoir les surmonter, comment je vais pouvoir les contourner, comment je vais pouvoir faire pivoter une stratégie pour contourner ça. Et finalement, tu ressors grandi. Moi, je dis, c'est un super outil de développement personnel, en fait, d'être entrepreneur. C'est incroyable. Et tu es sur le terrain et tu es un humain, tu discutes avec d'autres humains et ça te fait grandir. Moi, je fais des rencontres extraordinaires. Je donnerais ma vie pour rien au monde. Je la changerai pour rien au monde. Je veux dire, même s'il y a eu des galères, effectivement, j'ai bouffé des cailloux pendant quelques temps. Mais putain, on sort grandi de cela, quoi. C'est beau et humble. Enfin, toutes les valeurs qui pour moi essentielles, eh bien, je peux te dire qu'on les apprend et voilà, moi, j'ai découvert ma vulnérabilité. Moi qui étais un ours de cuisine, de chef, tu vois. Voilà, l'humilité, la vulnérabilité, l'amour, voilà, plus avoir peur de prononcer ces mots-là. Mais tu es obligé d'être humble. Ouais. Tu n'es que dalle tout seul C'est clair. quand tu es entrepreneur. Ça fait tellement grandir. C'est clair. Bravo. Il y a quand même un point qui est important à dire. C'est tu as inventé un produit qui est ouf et tu as fait une campagne de Kickstarter en 2 fois 23 jours. Tu as fait quasiment 1000 ventes, quoi. Tu tiens un truc énorme, mais à la base, t'es pas un entrepreneur, t'es un cuisinier, quoi. Et c'est ça le gros défi que je pense on a énormément autour de nous. On a des gens qui ont de l'or dans les mains, parce que c'est ton cas. Enfin, je suis désolé, mais moi, je suis fan de ce que tu as fait. J'adore cette mécanique. Je suis fan des beaux objets. Mon père est fan des couteaux. Je mets un pari sur cette table. Je me teins la moitié des cheveux en bleu si mon père n'achète pas ce couteau. Et là, je viens de me foutre grave dans la merde. Je note, je garde mon montage. Alors, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. On ne fera pas écouter ce podcast à mon père. Je le ferai visiter à la boutique et on verra. Mais après, c'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup les couteaux aussi. J'étais en taille de pierre avant et je travaillais le bois. Et du coup, on était quand même au contact de la coutellerie et je travaillais un peu avec des couteliers. Et c'est quand même une belle pièce. Je l'ai vu tout à l'heure. J'aime bien. C'est de l'horlogerie, ton truc. C'est de l'horlogerie, c'est beau, le bois, il est noble, t'en parles, etc. Mais c'est... Enfin, voilà, moi, je suis capable de tomber amoureux d'un objet, en fait. Je suis capable de tomber amoureux d'un objet, d'une histoire. Enfin, on sent carrément la passion que t'as foutu dedans. Et putain, qu'est-ce que t'en chies à côté, quoi, tu vois. Tu dis, putain, mais je tiens une pépite entre les mains, là, je suis assis sur un billet de loterie gagnant. Et en fait, il est où le mode d'emploi, là? Je fais comment? Parce que là, je bouffe des pâtes depuis 6 ans, j'en chie...
Et en fait, on n'a pas le mode d'emploi, quoi. Et c'est chaud. Je fais une pause pour te féliciter, te dire bravo et te dire à quel point il faut que tu sois fier de ce que tu fais et d'en chier comme t'en chies. Bravo. Merci. Et c'est le bon moment de sortir la création de notre orchestre symphonique de Tourcoing. Le retour. Bah, bravo encore une fois. Franchement, t'es devant une belle histoire et tu mérites de l'aide. T'es plus tout seul en tout cas, mon gars. Dans le sud. Je suis né maître restaurateur. Je suis né avec un béret. Je suis né pour une idée. Je suis né pour fabriquer. Je suis né pour être passionné. Et si t'en chites à la hotline, Max, je te file mon numéro perso, tu m'appelles quand tu veux. Je suis né pour créer un folie. Je peux dire j'en ai chié puissance 20 moi. Je suis né pour créer un dinguerie Estériluette. Je suis chef et chef cuisinier. Je suis chef et chef cuisinier. Je suis chef et chef cuisinier Estériluette. Je suis chef et chef cuisinier. Je suis chef et chef cuisinier. Je suis chef et chef cuisinier Estériluette. Je suis né dans le sud. En tout cas maintenant il y a du monde pour toi. Et je peux te dire qu'on va te pousser mais puissance 10 000. Parce que le podcast là c'est rien du tout à côté de ce qui va se passer à Lille. Et je peux te dire qu'on sera pas tout seul à te pousser. Pour l'instant on est 60. On sera 60 à pousser ton histoire parce que je trouve qu'elle est juste mais tellement belle. Tu mérites, franchement tu mérites le produit. Il est juste ouf de toute façon, c'est un no-brainer. T'aimes cuisiner, il te faut une esperluette, voilà, point. T'es d'accord ou pas? Incroyable. Et mon père, il aime cuisiner, tu vois. Mais il aime les couteaux surtout. Même ça. Il y a un truc dans le couteau, c'est un objet. Ah, il a une âme, c'est sûr. Ah, ouais. Ah ça, là je peux te dire qu'il a une âme. Et tu vois, c'est aussi pour ça qu'on a créé ce concept de magasin qui est un peu un ovni. Mais quand on voit ton couteau, on voit pas cette histoire-là. Juste, je le découvre. C'est-à-dire que je suis dans un magasin, je prends ce couteau, je le pose sur un écrin. Il est sur une scène, mais il est inerte. Il parle pas, tu vois. Et la vente, c'est de la mise en scène. Pour que le truc prenne vie, il faut que le couteau y parle. Il y a rien de mieux qu'un vrai humain, déjà. Un humain, en plus, qui est passionné, qui est convaincu, et des images, des vidéos. Et c'est pour ça qu'on prend, tu vois, tes vidéos qui sont sur Insta, elles sont juste, elles sont chouettes. Nous, ça fait vraiment partie des critères qu'on regarde à fond. C'est ça qui est bien sur ton Insta, c'est que déjà, c'est toi qui fais tout. Et c'est pas photoshopé, c'est pas bullshité. C'est authentique, c'est simple, c'est sincère, et puis bah, ça parle quoi. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont percevoir cette valeur et cette sincérité. Et puis j'espère qu'il y aura plein de fans de couteaux et de cuisine. S'il y en a qui nous écoutent, écoutez les gars, vous venez à Lille en septembre. Vous n'avez pas le droit de ne pas venir. Vous prenez un billet de train si vous n'êtes pas à Lille, rien à foutre. Et vous venez voir, parce que de toute façon, il est nulle part ailleurs, on est d'accord. Tes couteaux, ils sont éventuellement un peu à Thiers, en Savoie, ou où est-ce qu'on peut les voir éventuellement? Pour les toucher, pour les voir et les toucher, chez moi, dans Savoie, dans l'Aveyron, là où on a notre atelier de montage. Et à Thiers, j'ai un ou deux revendeurs à Thiers dans lesquels vous pourrez le toucher, le manipuler. Mais c'est tout, en fait. Si vous allez à Thiers, vous allez voir le couteau, mais vous n'allez pas voir l'histoire. Donc vous venez à Lille, c'est tout. Billet de train ou vélo, venez en vélo. Voilà, c'est toujours bien de venir en vélo aussi. Et puis quand tu es entrepreneur, enfin, moi je suis un rêveur clairement, je suis plutôt visionnaire, rêveur. Tu vois, quand il faut rentrer dans les détails des tableaux Excel, etc. Par exemple, j'ai de l'urticaire quoi. Et pourtant ça fait partie du job, hein, mais voilà. D'ailleurs, je vais faire une levée de fonds. D'ailleurs, c'est rigolo. Voilà aussi parce que je veux m'entourer. J'ai besoin de compétences complémentaires. Et on est bon dans ce qu'on est bon.
Moi, je connais ma zone de génie. Avec ces quelques années d'expérience et d'entrepreneuriat, je sais là où je suis bon et je sais là où je ne le suis pas. Donc, je passe mon temps à essayer de percevoir celui qui pourra m'apporter une valeur ajoutée en faisant ce dont je suis pas bon, en fait. Je te remercie beaucoup. J'ai vraiment hâte d'ouvrir cette boutique. Mais tellement hâte. Et puis de te raconter aussi comment ça va se passer avec les premiers clients, les premières découvertes. Organiser, bien sûr, tu viendras, mais aussi il y aura des visios. Tu vas pouvoir venir en visio pour échanger. Tu as une belle histoire. Il faut que tu viennes le samedi ou le dimanche là, à Noël. Je veux voir ton béret là. Je veux voir ta frimousse. Bon, allez, merci à tous. C'était Stories avec Étienne Rosès, cuisinier français qui a fait l'Esperluette. Je ne saurais que vous recommander d'aller voir son compte Instagram et son joli site web. À plus tard. Salut tout le monde. Merci, Étienne. Salut les gars, merci pour l'invite.